tous nos amis, je salue tous nos compatriotes ivoiriens de la Côte d'Ivoire, de l'intérieur donc du pays, mais partout dans la diaspora qui nous suivent. Je suis très très heureux. En ce début d'année, Jacques, tu me permettras donc de dire bonne et heureuse année encore une fois à tous ses frères, à tous ses compatriotes, qu'ils sachent que, étant si loin de la patrie, nous les portons en cœur et puis nous avons mal chaque fois que notre pays va très mal. Et c'est pour cela que, avec ta permission, je mets les deux pieds dans le plat déjà avec ce qui se passe aujourd'hui. Encore une autre catastrophe de malgouvernance. Cette réunion convoquée au palais présidentiel par le RHDP, le président de la République de Côte d'Ivoire, qui reçoit les élus, les députés nouvellement élus du RHDP. Voilà un amalgame criant qui interpelle. Un président de la République qui a accepté, parce que soi-disant la Constitution l'autorise, qui a accepté donc d'être président du parti RHDP. Ce qui est une aberration en matière de démocratie, parce que tout ce qui est autorisé dans la Constitution n'est pas seulement bon pour la démocratie. Dans aucun pays occidental, dans aucun pays même du monde, le dirigeant n'accepte d'être le président du parti au pouvoir. Oufouette l'a fait hier, parce que nous étions sous un parti unique. Mais Oufouette n'a jamais convoqué de réunion du parti au sein de la présidence de la République. C'est une aberration et je suis révolté quand je vois cela. Mais je ne suis pas surpris. C'est du RHDP, c'est du Ouattara. Et j'ai dit. Merci beaucoup, docteur Boga Sako Gervais. Comment vous vous portez à cette nouvelle année? Comment vous vous sentez concrètement, docteur Boga? Mais vous le voyez, par ma voix, par ma fougue, je suis moralement tranquille. Parce que je rends grâce au divin, chers frères. Je bénis le divin qui me permet de respirer et de vivre. Et je vis heureux, mais triste pour la Côte d'Ivoire chaque jour que Dieu fait. Et je ne cesserai de me battre pour mes compatriotes. Parce que nous avons un beau pays qui n'appartient pas au Ouattara, qui appartient à tous les Ivoiriens. Et ce que nous avions souhaité, c'est qu'on donne l'opportunité aux Ivoiriens de choisir parmi tous les Ivoiriens lequel d'entre nous était apte à diriger notre pays. On nous en a privés parce qu'on a voulu nous imposer le RHDP. Alors nous subissons le RHDP. Et en tant que fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire, me voilà en train de subir encore le RHDP aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui fait l'objet de cet entretien d'aujourd'hui. Rapidement, avant de revenir à notre entretien, j'ai suivi quand même les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui disent le prix aujourd'hui pour faire la politique en Côte d'Ivoire, c'est la prison. Que le docteur Boga Sako aurait dû rester en Côte d'Ivoire, subir ce qu'il devait subir et puis aider le pays comme ça se voit avec Innocent Yao, Braidoumi et autres. Que répondez-vous à cela? Non, mais c'est triste. Vous voyez, on est en train de fabriquer des nouveaux critères. La démocratie, dans la démocratie, il n'est écrit nulle part qu'il faille faire la prison. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui rend dramatique la politique. Si bien que même dans nos sociétés africaines, Jacques Roger, quand tu dis à ton parent, je veux faire la politique, surtout, encore même si les chrétiens, ou bien qu'il est croyant, il va dire, s'il te plaît, je te veux vivant. Ne rentre pas là-bas. Et j'ai fait une communication au niveau universitaire, dans mes recherches universitaires. J'ai écrit un article dans lequel je demande qu'on humanise la politique. La politique n'est pas diabolique. Dire que pour être un politicien, bon, il faut faire tes armes en prison. Mais est-ce que vous savez ce que la prison peut rapporter à quelqu'un? On peut vous tuer en prison. Les Laurent Gbagbo là, regardez aujourd'hui, avec son âge qu'il a, Laurent Gbagbo est pratiquement diminué. Parce que les prisons qu'il a faites l'ont pratiquement diminué, l'ont pratiquement rabaissé. Donc vous voyez que ce n'est pas tout le monde qui survit à la prison. On peut vous empoisonner en prison aussi facilement. Parce que votre repas, vous ne le contrôlez pas. On vous l'apporte. Et entre-temps, s'il y a la fiole qui a envahi la République, mais on va vous fioler très rapidement. Donc on ne peut pas conseiller cela. Et on ne peut pas dire à nos étudiants, on ne peut pas dire à notre jeunesse qu'il faut aller en prison si vous voulez faire la politique. Ce n'est pas vrai. Et je le refuse. Et si vous voyez que quelque part, Dieu m'a permis de sortir de leurs griffes
de leur échapper, et ce qui leur fait mal jusqu'à aujourd'hui, mais c'est parce que la prison ne réussit pas forcément à tout le monde. Je vous citerai des jeunes frères. Jean-Yves Dibopieux, que nous avons perdu, ancien leader de la FESI, qui a créé son parti politique. Comment il est parti aujourd'hui? Mais c'est la prison qui l'a emporté. Il y en a un qui est encore vivant. C'est Samba David. Qu'il me permette de le citer, ce jeune frère-là. Mais il a les séquelles de la prison sur lui. La prison n'est pas une bonne chose. La prison doit faire partie de la vie si vous avez commis un impair et que vous passez en justice de façon régulière, vous devez pouvoir accepter la case prison. Mais la prison politique, je dis non. La prison réservée aux hommes politiques, ce n'est qu'un régime qui est doué là-dedans. C'est le régime Ouattara. À l'époque, sous le parti unique, on a connu ce qu'on appelait les faux complots. Souviens-toi, cher ami Jacques Roger, la prison d'Assabou, où Foué envoyait de temps en temps ses opposants. Mais avec le RHDP, la prison est systématiquement traduite en règles de fonctionnement. Et encore, ce n'est pas ce qui m'écoeure, c'est que si vous dites que la prison est une règle, mais que la règle soit générale, mais que la règle ne soit pas réservée aux causes opposants, quand les hommes du pouvoir font quelque chose, il n'y a rien. Dès que vous n'êtes pas avec eux, c'est la prison. Je refuse cela. En conclusion, sur cette grande question qui a été posée, parce que nos étudiants nous écoutent, parce que la jeunesse nous écoute, je veux leur dire que ce n'est pas vrai. La prison n'est pas une règle dans la politique. On peut faire la politique sainement. On peut faire la politique proprement. La politique, c'est une élégance. Tu n'es pas d'accord avec ton opposant, mais tu autorises ton opposant à donner sa vérité. Il n'y a pas de prison qui vaille. En Occident, on ne met pas les gens en prison. Et j'ai dit. Merci beaucoup, docteur Bogassako Gervais. Vous avez parfaitement compris. Le thème de notre émission, ça sera donc l'État face donc à ces contradictions. Docteur Bogassako en a déjà parlé. Alors, chers amis, aujourd'hui, sur Afrique 2050 Radio, l'émission de Labo Côte d'Ivoire, nous recevons encore en exclusivité le docteur Bogassako donc Gervais, inculpé pour donc atteinte à la sûreté donc de l'État, je pense que c'est bien ça, pour terrorisme aussi, mais convoqué pour reprendre donc son poste à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une situation qui donc interroge. Peut-on être à la fois considéré comme une menace, j'allais dire, pour l'État et digne pour former la jeunesse? Voilà donc la grande question. C'est donc autour donc, de cette contradiction que s'articule, si vous voulez, notre échange aujourd'hui avec le docteur Bogassako Gervais. Alors le premier thème que nous allons d'abord, nous allons parler surtout de la justice et aussi donc des contradictions donc, de l'État. D'où ma première question pour le docteur Bogassako Gervais. Docteur, comment expliquez-vous qu'un État peut vous poursuivre pour atteindre donc à la sûreté de l'État tout en vous demandant donc de reprendre votre service à l'université? Merci beaucoup, cher ami et frère, pour la pertinence de l'exposé, de l'orientation de débat. Je vois que c'est un intello qui fait cette émission. Parce que le thème est tout à fait clair et c'est bien posé. Contradiction de la République. Contradiction de l'État. Mais j'allais dire contradiction d'un régime qui dit et se dédie à la vérité dans les faits. Mais voilà, aujourd'hui, pour chasser et en même temps, on m'intime l'ordre de venir. Mais comment on peut poursuivre quelqu'un pour terrorisme qui est l'un des chefs d'accusation les plus ahurissants dans le monde entier aujourd'hui, quand on vous traite de terroriste, mais vous êtes un danger pour la société en général. À cause de quoi? Mais parce que, en fait, l'État de Côte d'Ivoire joue avec les mots, joue sur les mots, atteinte à la sûreté de l'État. Quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, parce que ce sont des braqueurs d'élection, des braqueurs du pouvoir, ce sont des gens qui font des coups d'État constitutionnels. Quand vous les dénoncez, évidemment, vous n'êtes pas d'accord avec eux. Donc pour eux, vous devenez la bête noire de la République, la bête noire de leur pouvoir. Et pour mieux vous abattre, on vous décerne tous les maux de la terre. Et ce sont eux qui ont écrit, hein, c'est la modification du code pénal de Côte d'Ivoire. Ils ont introduit
les nouvelles dénominations de terroristes. Ils ont même créé un tribunal spécial pour les terroristes politiques. Mais ce régime-là nous fait pitié, quoi. C'est-à-dire que tous les opposants, tous les intellectuels qui les critiquent, qui n'est pas d'accord avec eux, il y a une prison spéciale. Il y a une prison spéciale. Donc, c'est la section qui est pratiquement aux deux plateaux. Voilà, une section du tribunal qui est aux deux plateaux, qu'ils ont baptisé tribunal des terroristes politiques. Et puis, ils n'ont pas honte. Et le monde entier, heureusement, commence à le découvrir. Donc, ça fait jaser. Alors, chers frères, vous comprenez, l'une des premières aberrations, l'inculpation dont nous parlons date de fin juillet 2021. Je rappelle à nos téléspectateurs, à nos confrères, à nos compatriotes, que je suis rentré d'exil le 9 juillet 2021. Je suis allé en exil le 10 juin 2011, après que l'on a arrêté le président Laurent Gbagbo. Me sentant menacé par les rebelles qui me cherchaient, ils ont saccagé mes bureaux, ils ont détruit les bureaux de la FIDOP. Me sentant en danger, par la grâce de Dieu, je suis sorti pour aller en exil en Italie. Quand les Italiens, la commission de l'asile, des demandes d'asile, a vu mon dossier, même pas une semaine, on m'a accordé le statut de réfugié politique. Quand je rentre, ou avant que je ne rentre, puisque je rentre en 2021, déjà en 2020, nous sommes confrontés à un troisième mandat. M. Ouattara veut faire un troisième mandat. Ce que nous n'acceptions pas, ce que nous n'avons pas accepté, ce que nous n'accepterons jamais. Alors je l'ai dénoncé sur les réseaux, dans tous les médias internationaux où j'étais invité, Afrique Média, un peu partout. Et comme, entre-temps, au plan national, le président Henri Konan Bédié, paix à son âme, que Dieu accueille ce serviteur digne de mon pays, il s'était braqué contre le troisième mandat. Lui et le président Afi N'Guessan, je veux aussi le saluer. Ils étaient admis à compétir. Je rappelle que leur dossier avait été accepté. Ils étaient candidats à l'élection présidentielle de 2020. Mais ces deux personnalités-là ont sacrifié leur candidature pour refuser la forfaiture de M. Ouattara pour un troisième mandat. Et c'est là que, vous vous rappelez, le président Bédié a mis une structure informelle parce que le CNT, le Conseil national de transition, n'existait pas légalement. Il a créé cette structure-là pour fusionner tous ceux qui n'étaient pas d'accord. Je le dis pour que nos compatriotes soient encore une fois éclairés. J'ai soutenu intellectuellement et publiquement le CNT, mais je n'en ai pas été membre, malheureusement. Pour ceux qui sont les petits esprits du RHDP qui veulent forcément m'habiller du CNT, je n'en ai pas été membre, parce que je ne pouvais pas. À l'époque, j'occupais les fonctions de 5e vice-président de EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, et à ce titre, nous avions un référent politique qui s'appelle Laurent Gbagbo, et le président n'était pas trop favorable, il n'avait pas donné son avis favorable, donc l'EDS n'est pas entré dans le CNT, donc je n'ai pas été membre. Mais j'ai soutenu, parce que toutes les révolutions, tous les mouvements de soulèvement contre des dictateurs, je les soutiens. Je suis un défenseur des droits de l'homme, un défenseur de la liberté, un défenseur de la justice, un protecteur, un défenseur de la constitution de mon pays. Bref, c'est en ce moment-là que, comme j'ai mené ce combat, j'ai été inculpé. Et vous savez quoi, Jacques Roger, je vais vous faire. Bon, ceux qui vont suivre cette émission, ils seront à l'aise. Parce que pour m'accabler, ils prennent les vidéos. Des vidéos dans lesquelles j'appelais les Ivoiriens à se mobiliser. Et vous savez, c'était à quelle occasion? Le 10 octobre 2020, le pouvoir Ouattara avait accepté que l'opposition fasse un grand meeting au stade Félix Houphouët-Boigny. Et en ce moment-là, c'était la ferveur, je dis bien le 10 octobre. L'élection a eu lieu le 30 octobre. Donc le 10 octobre, ils ont autorisé une marche et un meeting de l'opposition au stade Félix Houphouët-Boigny. Ah, mais nous, on était contents parce qu'on s'est dit, si le stade n'est pas plein, l'opposition
allait être un peu ridicule. Il fallait que les gens... Mais je vous assure, Jacques Roger, rappelez-vous, les cas sont venus de l'intérieur du pays, partout. Le stade a été débordé, mais en temps, ils ont bloqué les gens à l'entrée d'Abidjan. Le stade était plein. Et puis, vous savez quoi, ironie du sort, la star, ce jour-là, le 10 octobre 2020, au stade Félix-Cheboigny, s'appelle Amontano. Amontano. Un transfuge du RHDP, un proche de Alassane Ouattara, son fidèle compagnon, qui est venu au stade. Et le discours que Amontano a prononcé, dans ma vie de défenseur des droits de l'homme, je ne l'ai jamais prononcé contre M. Alassane Ouattara. Il a dit, en substance, vous vous rappelez Jacques Roger, oui, donnez-nous notre Côte d'Ivoire, nous sommes fatigués, c'est notre pays, on est prêt à mourir pour notre pays. Vous voyez, même Dr Boga qu'on traite de xénophobe, qu'on traite de tout, je n'ai jamais tenu un tel discours. Même si Amontano est revenu au RHDP, aujourd'hui élu député à Jacquesville, je vais lui rendre hommage. Parce que on connaît le fond de son cœur. On sait qu'à la vérité, c'est un patriote. Mais vous allez au restaurant. Oh, on a compris. Vous êtes au restaurant. Mangez. Mais soyez patriote dans le cœur. Bref, cher ami, c'est pour tout ça là qu'on m'a inculpé. On m'a inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État, terrorisme, vol d'urne. Parce que dans les mêmes chefs d'accusation, là, tout cela c'est dedans. Casse d'urne, casse des biens publics, etc. Quelqu'un qui n'était pas à Abidjan, qui était à 1000 lieues, qui était quelque part en Italie ou en France, ou au Danemark, ou en Espagne, ou en Suisse, où je faisais les conférences. Voilà un peu l'historique de la poursuite qui pèse sur moi. Mais entre-temps, comme tu parles de contradictions, mais si Dr Boga est terroriste et que vous l'avez inculpé depuis fin juillet 2021, et puis il est dans le pays, le dossier est dans les mains d'un juge d'instruction, ils ont mis 4 ans. Depuis lors, il n'y a pas de procès contre moi. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont pris des mesures de restriction en m'imposant une contrainte judiciaire, un contrôle judiciaire, pour ne pas que je sorte du pays. Or, j'ai de la famille en Europe et aux États-Unis. Donc, j'étais chaque fois obligé d'écrire au juge pour que je puisse aller voir ma famille. Vous voyez, c'est une contradiction. Donc, à la vérité, en résumé, c'était pour me museler, pour ne pas lui que je critique, pour ne plus que je parle, mais pour que je sois avec eux. Après, ils vont aller dire, il est avec nous au sens propre comme au sens figuré. Je refuse d'être avec qui que ce soit, ni au sens propre, ni au sens figuré. Je suis un homme libre. Et je dis. Merci beaucoup, docteur Boga Sako Gervais. Et vous avez parfaitement dit, docteur. Alors, la question que je vais vous poser, alors je pense que j'ai... Que devient docteur Boga Sako université quand donc les enseignants vivent sous la menace judiciaire administrative? Alors, quand tu me dis sans université, tu veux dire? Parce que je ne sais pas bien. Oui, la précision c'est quoi? Je dis que devient donc une université. Ah oui. Quand donc les enseignants vivent sous... Voilà. Oui, merci. Non, j'ai très bien compris la question, mais elle est fondamentale. Parce qu'il faut certainement que nos amis et frères qui suivent cette émission sachent que elle ne sera pas sévère, on ne va pas déborder, elle ne sera pas excessive, elle ne sera pas très, très longue, mais c'est une émission très importante parce qu'il y a beaucoup d'enseignements que vous pouvez tirer là-dedans. Vous savez, dans le monde, les universités bénéficient d'une protection. Parce que, en fait, l'université, c'est comme... regardez, je vais donner un exemple pour que les gens comprennent très bien. À Korogo, enfin, chez nos parents du Nord, quand on dit le poro c'est le bois sacré. Il n'y a que les initiés qui y entrent. Il n'y a que ceux qui sont à l'intérieur, qui vont dans le poro, qui savent ce qui se passe là-bas. Mais c'est une école de formation des jeunes quand ils veulent rentrer dans le monde adulte. C'est un passage. L'université, c'est un temple. Et dans la conception universitaire mondiale, dans ce temple-là, il faut qu'il y ait la liberté de penser. C'est là-bas, enfin, vraiment, c'est difficile parfois aussi d'expliquer à des gens. Docteur Boga, oui. Avec votre permission, je crois que la question que je vous ai posée, oui. c'était une question
que je devais donc la poser après celle que je vais vous poser maintenant. Donc, avec votre permission, Oui. je préfère vous poser la question là. Et ensuite, je revenir sur l'université. Comme ça, on aura un débat assez... C'est comme tu veux. Voilà, ok, merci, Dr. Bouga. Alors, plus largement, puisqu'on a parlé de contradictions selon vous, hein, cette contradiction, selon vous, révèle-t-elle, selon vous, une perte de cohérence donc, de l'État de droit en Côte d'Ivoire, à votre avis? Oui, en fait... De contradictions. Non, mais bien sûr, en fait, c'est la politisation de notre société. C'est-à-dire que le politique prend le pas sur le judiciaire, il prend le pas sur le législatif, mais il prend le pas sur la société. Il prend le pas sur l'académique. Il prend le pas sur l'académique. C'est-à-dire que tout est politique dans le pays. Tu ne peux plus... Regarde par exemple aujourd'hui, le président de la République reçoit son parti dont il a accepté d'être le président au sein de la République. Res publica, la chose publique. Nous tous, notre chose, on n'est pas RHDP. Mais dans notre chose publique là, il va recevoir sa famille politique. Voici les contradictions. Et donc, pour que sa famille politique règne, tous ceux qui sont dans la contradiction, tous ceux qui sont dans l'opposition, qu'ils soient des politiques ou bien des intellectuels, ils sont obligés, ils sont pourchassés. Et donc les contradictions là, elles sont là. Notre société n'est plus un état de droit. Regardez le jeune homme qu'on a arrêté. Jean-François, c'est quoi si, non? Jean-François. On reviendra tout à l'heure, oui. Ouais, on en parlait, mais regardez. Il s'est exprimé. Le politique dit, c'est moi qui gouverne. C'est moi qui contrôle. Et donc, si vous n'allez pas dans mon sens, votre contradiction n'a pas de sens. Vous poursuivez quelqu'un pour terrorisme. Il n'y a aucun mandat d'arrêt. Il n'y a aucun procès contre lui. Rien du tout. Mais vous le poursuivez. Et puis, vous gelez ses comptes. Donc, alors qu'il n'a pas été jugé. Alors qu'il n'est pas condamné. Alors qu'il n'y a rien contre lui. Puisqu'on vous a donné, vous avez ouvert un procès. Vous m'avez inculpé. Donc, vous avez ouvert des enquêtes. Donc, le juge d'instruction, en 4 ans, il n'a rien trouvé contre Dr Boga. Mais s'il n'a rien trouvé, c'est un non-lieu. Libérez-moi. Malgré cela, j'ai donné mes cours à l'université, alors que je suis poursuivi. Malgré cela, je vais avec eux à Paris pour aller parler de réconciliation, parler au Gadji Seli, parler à Serge Kassi, parler à Bougalier, pour que ces frères-là rentrent au pays, avec le ministre de la réconciliation qui s'appelait M. Kakabe, mon ami et frère. Tout ça là, je suis terroriste. Non, c'est parce que... Dans ces conditions, Dr Boga, est-ce qu'on peut parler d'un État aujourd'hui qui accuse pour intimider et sans que c'était assumé juridiquement? Mais bien sûr, autant dire simplement qu'à la vérité, on ne vous reproche rien, Dr Boga. Tout ce qu'on vous reproche, c'est que vous êtes contre nous. C'est parce que vous ne mangez pas avec nous. C'est parce que vous dénoncez nos bévues. C'est parce que vous dénoncez nos pourritures. Parce que vous dénoncez nos coups d'État constitutionnels. Parce que vous dénoncez la CEI que nous caporalisons. C'est parce que vous dénoncez le système électoral que nous maîtrisons pour gagner toutes les élections, pour régner sur le pays. Voilà ce qu'on me reproche. Voilà ce qu'on reproche à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le RHDP. Je suis désolé, mais il n'y a rien d'autre. Je n'ai rien à me reprocher. J'aime trop mon pays. Eux tous qui sont au gouvernement là, ils étaient dans la rébellion. Ils ont soutenu la rébellion. Et ils peuvent traiter quelqu'un de terroriste. Et ils peuvent parler de terrorisme. Eux qui ont braqué la République. M. Ouattara ne peut pas le nier. Il a payé 8400 soldats. Il leur a donné à chacun 12 millions de notre argent. Ça, c'est la preuve que tu es avec les rebelles. Parce que tu as été le parrain des rebelles. Et les rebelles, parce que le contrat que vous aviez signé, c'est que quand vous seriez au pouvoir, regardez aujourd'hui comment notre administration est phagocytée. Dès que M. Ouattara arrive au pouvoir, cher ami, je suis vraiment révolté ce que est devenu notre pays. Dans toute l'administration, les rebelles ont occupé les postes. Les rebelles et tous ceux qui étaient dans la logique de la rébellion. Les fonctionnaires de l'État, les gens qui ont eu leur diplôme à la sueur de leur front, ils vont au travail, ils n'ont plus de poste. On dit, reste chez toi à la maison, mais comment on te verse ton salaire? Parce que le rebelle qui n'a même pas étudié là, il va prendre ton poste. Ils l'ont fait aux impôts, ils ont fait à la douane, ils ont fait au trésor. Ils ont phagocyté l'administration.
Voilà ce qu'a devenu notre pays. Alors, eux, ils peuvent parler de terroristes. Moi, terroriste, moi qui n'ai jamais, qui ne sais même pas manipuler une arme, mon œil. Merci beaucoup, Dr Bougassako. Cela vous amène donc à parler de notre deuxième segment. C'est donc l'université et puis les libertés, j'allais dire académiques. Alors, la première question que je vais poser, Dr Bougassako, l'université ivoirienne est-elle encore aujourd'hui un espace de liberté intellectuelle et de débat, des débats critiques? Merci. Donc, je reviens sur l'analyse que je faisais. C'est que dans le monde, on veut protéger la pensée, la liberté de penser. L'université, là, c'est le temple du savoir. Et dans le savoir, il y a des contradictions. Parce qu'à l'université, le RADP est à l'université, le PPACI à l'université, l'intellectuel, c'est le monde libre. Là-bas, là, à l'université, il n'y a pas de machette. Il n'y a jamais eu de machette. Il n'y a jamais eu d'armes. C'est avec M. Ouattara et tous ces esprits-là, nouveaux, là, sont nés dans cet esprit-là. Mais c'est dommage, quoi. Et donc, à l'université, on passait notre temps dans le débat des idées. Et c'est ce que Voltaire a dit. Quand je cite souvent cette épitaphe qu'on a attribuée à Voltaire, en définissant la démocratie, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Je me battrai à mort pour que vous puissiez dire ce que vous avez à dire. Ça veut dire que l'université, c'est la contradiction. L'université, c'est le débat. Et on a des professeurs de tous les bords qui se retrouvent. Et puis, c'est beau à voir. C'est ça, l'université. Et c'est pour cela que dans le monde entier, il y a un principe qu'on appelle les franchises universitaires. Dans les franchises universitaires, aucun policier, aucun corps habillé n'a le droit de rentrer dans le temple du savoir. Parce que dans ce foisonnement des idées-là, attention, hein, l'université, c'est une armée. On respecte les maîtres, parce que les maîtres, ce sont les dieux à l'université. Nous tous, on a des maîtres. Parce qu'on soutient des thèses, on soutient des mémoires. Donc, à l'université, on n'a pas besoin de policiers. Le temple du savoir lui-même est régulé. C'est le savoir qui est la boussole. Le policier va venir faire quoi? Le policier qui n'a même pas BPC, là, il va venir faire quoi à l'université? Hein? Le gendarme qui n'a même pas CP, là, il va venir faire quoi à l'université? Le gendarme et puis le militaire qui n'a même pas CP, là, il va venir faire quoi? Le certificat d'études primaires, là, il va venir faire quoi à l'université? C'est le temple du savoir. C'est pour cela que ni les policiers, ni les gendarmes, ni les militaires n'ont accès à l'université. Il n'y a que les dictateurs. Quand ils veulent commencer, même quand les dirigeants veulent basculer dans la dictature, c'est là qu'ils envoient l'armée. C'est là qu'ils envoient la police contre les étudiants. Sinon, ce n'est pas dans les principes universitaires. L'université est un monde libre. Or, et dans cette liberté-là, on était arrivé à un stade où les présidents d'université étaient élus par leur père. C'est-à-dire que comme le monde universitaire, c'est un monde à part, un monde incontrôlable, ni par le politique, ni par le militaire, ni par le milliardaire. C'est un monde libre. Et donc, dans les nouveaux principes, le président d'université est élu par les collègues. On reconnaît, il y a des candidats, et puis en fonction de ton parcours, parmi nos maîtres, on choisit un qui va être le président, et puis le doyen, les doyens, etc. C'est comme ça que l'université fonctionne, de façon autonome. On a le budget de l'État, mais l'État ne rentre pas dans le fonctionnement de l'université. Mais l'État, au nom de la politique générale, peut nous donner des orientations sur les programmes, sur les secteurs que l'État voudrait voir se développer parce qu'il y a de l'emploi au bout du compte. Mais l'État n'intervient pas dans l'université. Avec le régime Ouattara, les présidents d'université sont nommés. On a cassé le principe de l'élection, on a mis en place la nomination. À partir de ce moment-là, le politique rentre dans l'université. Voilà comment notre université va commencer à jouer le rôle du politique. Or, le politique qui est là, c'est un rebelle à la base. Le pouvoir qui est là, c'est un pouvoir de la rébellion. Cher ami, je vais terminer. Je t'ai dit que cette émission est très lourde parce que je suis un acteur témoin vivant. En terminant, prenons le cas de Bouaké. Quand la rébellion vient, la rébellion s'assoit à Bouaké. Mais nous avons des collègues qui sont rentrés dans la rébellion. Et moi, dans un de mes livres,
que j'ai écrit, parce que j'en ai écrit 6, sur la question des droits de l'homme en Côte d'Ivoire et en Afrique, je me suis interrogé. Mais comment un intellectuel peut soutenir une rébellion? Une rébellion qui tue. Parce que la politique, elle a une finalité humaniste. On fait la politique pour apporter du bonheur aux gens. Est-ce qu'on peut prendre des armes dans la démocratie? Ah, et on a eu ce débat-là. Je me rappelle très bien, quand le président Laurent Gbagbo disait à l'époque qu'il y a des coups d'État qui font avancer la démocratie. Je me rappelle très bien avoir assisté, à l'époque j'étais encore jeune étudiant, j'ai assisté à un colloque à l'université, non, au centre culturel Jacques Aka, avec le doyen Memel Fauté, qui avait été invité. Le colloque avait été organisé par la branche universitaire du FPI. Je me rappelle très bien. Et j'avais été invité en tant que société civile. J'étais déjà président de la FIDOP, président de la LIDO, la Ligue Ivoirienne des droits de l'homme à Bouaké. On m'avait invité. Et le débat, c'était quoi? Est-ce que le coup d'État de 99, il y en a qui considéraient que ça fait avancer la démocratie? Et mon point de vue, en tant que défenseur des droits de l'homme, c'était que jamais un coup d'État ne fait avancer la démocratie. Et je crois que j'ai eu raison. Parce que ce que, sous Guy Robert, on a vécu en Côte d'Ivoire, avec les PC crises, où on tuait les gens, les exécutions sommaires, je ne pourrais jamais soutenir des coups d'État contre la démocratie, contre la République. Voilà un peu, tu vois, pour te faire comprendre que l'idée a évolué, l'université se veut libre. Mais avec Ouattara, l'université est sous le contrôle de l'État. La preuve, mon université de Bouaké, là, est devenue université Alassane Ouattara. Donc, tout à l'heure, dans l'introduction, tu disais que j'étais à l'université Félix-Houphouët-Boigny. Non, je suis un pur produit de l'université de Bouaké. Je préfère dire université de Bouaké parce que Alassane Ouattara, on va enlever. Il n'est pas une référence universitaire. Monsieur Ouattara n'est pas une référence universitaire ni au plan économique, ni au plan politique, ni au plan juridique, à rien du tout. Rien du tout. Et c'est une aberration. Dans ces conditions, docteur, est-ce qu'on peut dire que votre engagement citoyen dérange davantage que votre fonction d'enseignant? Est-ce qu'on peut le dire? Oui et non. C'est-à-dire que, à la vérité, par exemple, vous avez vu les images que j'ai diffusées où j'enseigne le cours d'initiation aux droits de l'homme aux étudiants de lettres modernes. Parce que à l'université de Bouaké, dans la section littéraire, sciences humaines là-bas, on a introduit le cours de droit pour que les étudiants ne restent pas que des littéraires enfermés dans leur carcan de littérature, la vieille littérature française du XVIIe siècle où j'ai eu mon doctorat. Ça ne veut rien dire du tout comparé aux réalités des Ivoiriens. Et donc, dans le cursus, on a introduit un cours de droit. Et mes collègues m'ont confié la responsabilité d'enseigner l'initiation aux droits de l'homme, aux étudiants de licence. Donc, quand vous voyez le cours que je leur donne, ce sont des cours de vie. Parce qu'on ne vit pas de lettres. Les droits de l'homme, c'est la vie. C'est la gestion quotidienne, les rapports humains. Le droit, c'est la gestion des rapports humains. Donc, si tu as fini tes études de linguistique, de sociologie, de philosophie, il faut vivre dans la société. On dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc, comment tu fais si tu ne connais rien à la loi? Tu es un universitaire perdu. Donc, voilà comment je donne des cours de droit et des droits de l'homme, précisément de droits de l'homme à mes étudiants. Donc, je ne dérange pas. Mais c'est le pouvoir qui se sent dérangé. Parce que je le critique. Donc, vous comprenez que, en même temps que je suis enseignant à l'université, en même temps, je suis un militant des droits de l'homme. Et c'est mon côté militantisme des droits de l'homme qui les dérange. Mais je ne suis pas double. Je suis la même personne. Et en tant qu'intellectuel, je sais adapter mon discours quand je fais mes cours, parce que les théories que j'enseigne, ce sont des théories universelles. Des droits de l'homme, le droit international des droits de l'homme, et puis le droit international humanitaire, le DIH et le DIDH. C'est clair. Voilà, merci beaucoup, docteur Bogassako. Alors, pour conclure avec ce deuxième segment, avant de parler au tout dernier segment, un État qui intimide, si vous voulez, ces intellectuels, peut-il préparer sainement l'avenir, voilà, l'avenir du pays? Non, mais c'est grave. La promotion non, mais c'est très grave, Jacques Roger. Ce dont nous parlons est très grave. Parce que tel que
RHDP est en train de fonctionner, les valeurs deviennent des anti-valeurs. C'est-à-dire que les jeunes qui se battent, les jeunes instruits, les jeunes brillants, les jeunes intelligents, qui ont leur diplôme, ils n'auront pas d'emploi. Il faut rentrer au RHDP pour avoir de l'emploi. Vous vous rappelez qu'il y a eu un scandale au niveau du ministère de l'Emploi et des jeunes. Ils ont créé une plateforme où on disait e-emploi. E-emploi, vous postulez, il y avait une clause. Il fallait être membre du RHDP. À cette allure-là, mais vous allez tuer l'intelligence de nos jeunes en les phagocytant. Laissez les jeunes librement choisir leur parti politique. Ils ont le droit de choisir leur leader politique. Ils sont suffisamment matures de choisir leur orientation politique. Nous voulons les former à l'université et puis les jeter dans la société étant complets. Et en ce moment-là, avec ce qu'ils ont étudié et leurs convictions personnelles, ils peuvent aller au RHDP, ils peuvent aller au PDCI, ils peuvent aller au PPACI, ils peuvent rester dans la société civile, comme moi. Moi, je plaide pour la société civile, pour avoir la liberté de penser et la liberté d'analyser. Bref, un exemple, dans ce que vous dites qui est très dangereux. Lorsque on suspend toutes les organisations universitaires, cher ami, c'est un projet politique. C'est un projet politique parce que dans le monde actuel, l'université, c'est de l'université que viennent les grandes révolutions. Vous vous rappelez de mai 68? Nous n'étions pas encore nés. Mais vous et moi, on a étudié mai 68. La révolution de la France aujourd'hui, au niveau intellectuel et social, est venue de mai 68, est venue des universitaires. Ce sont les jeunes universitaires. Et donc, M. Ouattara et son régime, en suspendant toutes les organisations universitaires, en supprimant la FESI, mais c'est une aberration, la Fédération estudiantine et scolaire. Moi, je ne la considère pas comme diabolique. J'ai passé toute ma vie à l'université à former la FESI. Parce que la FESI a un bon fond. Parce que ce sont des jeunes qui apprennent à diriger, à être des leaders. Mais ce qui leur manque, c'est de pouvoir allier le syndicalisme et le respect des droits de l'homme. Et le respect des institutions de la République. Mais ça là, on n'a pas besoin de les suspendre pour ça. Non, c'est parce que les gens les utilisent. C'est parce que les gens veulent les utiliser. Et quand l'organisation refuse de se soumettre, alors on casse. Rappelez-vous, moi j'ai connu le MESI. J'ai occupé le poste de membre d'un bureau du MESI au lycée scientifique de Yamoussoukro. J'étais en seconde première. Et j'ai participé au bureau, le tout dernier bureau, en 88-89. Parce que le MESI a été dissous en 90, lorsque la FESI naît en avril 90. Avec le multipartisme. Le multipartisme est déclaré par Oufoué en avril 90. En même temps, la FESI va voir le jour. En même temps, le MESI va mourir. D'accord. D'accord. Voilà. Alors, docteur, merci beaucoup. J'ai compris. On va passer rapidement au troisième segment. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire tout à l'heure. Bien sûr. Le troisième segment, ça sera donc la jeunesse répression et le cas donc, de monsieur Jean-François Kouassi que vous aviez certainement mentionné en début de mission. Alors, docteur, la première question, que révèle, selon vous, la détention donc, du jeune Jean-François Kouassi sur donc, le traitement réservé à la jeunesse engagée? Je suis triste. J'ai lu la vidéo de ce jeune homme. Mais il n'a rien dit de tel. Il n'a rien dit. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est-à-dire qu'on va l'accuser de trouble à l'ordre public, diffamation. Mais, cher ami, dans la République, la bonne gouvernance exige que les autorités gouvernent dans la transparence. La transparence, c'est que vous ne pouvez pas organiser un concours, fût-il réservé à une minorité des citoyens, en catimini. Mais Jacques Roger, tous ceux qui sont payés par l'État sont contrôlés par tous les citoyens de la République. Parce que l'État, c'est nous. C'est nous qui cotisons pour que l'État ait l'argent pour payer tous les gens qui travaillent pour l'État. Donc, quel est ce concours administratif réservé à des personnes d'une certaine catégorie, mais qu'on n'aura pas public? Mais il faut au moins informer. Informez-nous. On a un devoir d'information, on a un droit à l'information. Il y a un devoir de contrôle. C'est ça que le jeune homme a dénoncé.
ça montre clairement, cher ami, il ne faut pas que j'oublie, ce débat-là, il faut le lever. Ce débat-là, il faut le lever. Lorsque M. Ouattara prend le pouvoir, il a commis une erreur gravissime qui va le suivre jusqu'à la fin de sa vie. Il a osé dire, au cours d'une interview, accordée à un journal européen, un journaliste européen, un journal européen, que le nord de la Côte d'Ivoire a toujours été lésé. Donc, il est venu pour que rapidement, il va faire un rattrapage. C'est ce qu'on a appelé le rattrapage ethnique. À partir de là, regardez dans la République, ne sont favorisés, ne sont à tous les postes que ceux qui sont dans le nord, qui ont des noms en consonance nordique et qui sont même membres du RADP. C'est ce rattrapage ethnique-là qui fait qu'on cache les concours pour placer les gens, les amis. On crée un Sénat pour récompenser des amis. Parce que le président a 30% des personnes qui nomment. Vous voyez, on profite de la République pour récompenser des amis. Regardez très bien, je vous ai dit que quand ils sont arrivés au pouvoir, tous les fonctionnaires qui étaient à des postes clés, allez-y au trésor, allez-y à la douane, allez-y aux impôts, on a remplacé les gens. Parce qu'il faut placer nos gens. Il faut contrôler le pays. On contrôle l'économie, on contrôle le politique, on contrôle les affaires, on contrôle les marchés de gré à gré, on contrôle tout. Le RADP contrôle tout. C'est pour ça que les postes électifs là, le RADP vient de partout. Et puis ils sont contents de faire la carte de la Côte d'Ivoire orange. Ce n'est pas une république. Vous avez transformé notre pays en un État parti. Le RADP est devenu un État parti. Le président de la République est le président de la République et le président du RADP. Le palais présidentiel reçoit le RADP. Chers amis. Dans ces conditions, Dr Boga, après donc la criminalisation donc, de l'opposition, est-ce qu'on assiste donc à une criminalisation de l'engagement citoyen et politique donc des jeunes, à votre avis? À tout point de vue. À tout point de vue. Regardez les jeunes qui sont en prison là. Vous connaissez, avez-vous déjà vu un jeune homme appelé Ziggy, le jeune homme qu'on a arrêté là? Vous l'avez déjà vu dans un parti politique? Moi, je ne l'ai jamais vu ni au PDCI, je ne l'ai jamais vu ni au PPACI, nulle part. C'était un jeune cyberactiviste, etc. Mais les jeunes ont le droit de s'intéresser à la politique, puisque la politique est faite pour eux, en leur faveur. C'est eux qui sont l'avenir. Mais non, choisissez bien. Si vous choisissez en dehors du RHDP, vous serez frappé. Donc nous sommes dans un pays dirigiste. Nous sommes dans un pays... Dans ces conditions, quel message l'État envoie-t-il donc à une jeunesse qui s'exprime autrement que par le silence? Non, vous n'avez pas le choix. L'État dit clairement à la jeunesse de Côte d'Ivoire que vous n'avez pas le droit de penser par vous-même. Venez au RADP et taisez-vous. Regardez un peu sur les plateaux de télé. Il n'y a pas... Ils sont rares. Ils sont rares. Après, à part mon jeune collègue que je vais citer, qui était le président des docteurs au chômage, parce que je les ai défendus. J'ai des bons rapports avec lui. Je ne sais plus si c'est mais je ne veux pas me tromper. Donc c'est pour cela. Parce que je le connais très bien. Voilà. Et donc, cher ami, tant que vous êtes jeune et que vous pensez RADP, vous faites la promotion du RADP, vous ne critiquez pas le RADP, vous pouvez prospérer en Côte d'Ivoire. Mais si vous voulez faire comme les docteurs Boga, pour critiquer la République, pour oser critiquer d'une façon ou d'une autre, vous serez frappé. Je n'avais jamais pensé que le jeune Jean-François Kwasi, je n'ai pas écorché son nom, j'espère que c'est bien ça. Je n'avais jamais imaginé que ce jeune homme, qu'il traite de guignol, qu'il traite de bougnoul, il pouvait leur faire aussi mal, avec une simple pancarte. Cher ami, je voudrais dire à la jeunesse de Côte d'Ivoire de ne pas désespérer. Le pays leur appartient. L'avenir du pays, c'est eux. L'avenir du pays, c'est eux. Il ne faut pas qu'ils regardent M. Ouattara, parce que M. Ouattara, là, il est à quelque part de son passage. Son régime va passer. Notre pays doit demeurer. Les jeunes Ivoiriens doivent avoir la jugeote, doivent avoir l'intelligence, doivent se lancer dans les débats contradictoires et politiques. Parce que les jeunes doivent faire la politique. M. Macron, il n'avait même pas 40 ans quand il a pris la tête de la France. Donc, n'attendez pas d'avoir 50 ans, 100 ans pour faire de la politique. Faites la politique à votre jeune âge. Ayons un parlement avec des jeunes députés. Voilà ce que je peux vous conseiller. Avec tout ce qui se passe, peut-on donc gouverner durablement
par la peur donc, de la jeunesse dans ces conditions? Mais non. Ce qui fait que la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse que vous voyez là, elle est mobilisée. Quand vous enfermez le secrétaire général de la FECI, quand vous arrêtez les leaders de la JPDCI, quand vous arrêtez les leaders de la JPPACI, les leaders, etc., vous pensez que quoi? Les jeunes que vous voyez là, vous avez dit année de la jeunesse. Vous avez fait le bilan. Vous avez vu ce qu'ils ont. Sur le dos des jeunes, ils se sont enrichis. Ils se sont empiffrés. Bref, cher ami, M. Ouattara, à un moment donné, il ne fera plus peur aux jeunes. Et moi, mon espoir, c'est que les jeunes, demain, prendront leurs responsabilités. D'accord. Avant donc la conclusion, docteur Bogasakou, la question fondamentale que donc, les éditeurs posent maintenant, je pense qu'on devait même poser la question dès le départ, mais à la fin, je crois que ce n'est pas mauvais, puisque vous avez reçu donc, la convocation de l'université. Vous êtes des États-Unis avec tout ce qui se passe ici. Alors, les auditeurs meilleurs savoir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rentrer tout en sachant que vous rentrez, il y a des possibilités que vous partiez donc en prison ou bien rester aux États-Unis dans la situation dans laquelle nous sommes. Je pense que ça va être en même temps une sorte de conclusion. Je veux remercier tous nos téléspectateurs, nos auditeurs, nos compatriotes. Alors, je pense que pour eux, je vais résumer, mais ils ont déjà compris à travers les réponses que j'ai données là aujourd'hui, que j'ai diffusées sur les réseaux sociaux, ils ont déjà compris que je ne suis pas prêt de rentrer de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est mon côté un peu d'homme de foi qui va parler. Ce que je sais, pour avoir fait 10 ans d'exil déjà, lorsque Dieu vous sauve d'une situation, laissez Dieu vous aider à prendre la décision de rentrer. Attendez, regarde comment je suis sorti du pays miraculeusement. Miraculeusement. Et que je me retrouve dans le plus grand pays de démocratie et des droits de l'homme au monde. C'est une grâce. Ce n'est pas une affaire de salaire, une affaire de « viens prendre ton poste » qui va me distraire. Parce qu'ils n'ont pas réussi à m'avoir. Donc, ils veulent m'attirer. Mais non, j'ai vécu 10 ans. Ils ne m'ont pas payé de salaire, mais Dieu m'a toujours nourri. Est-ce que je ne vais pas bien? Jacques Roger, tu ne me vois pas? Tu es témoin, non? Non, vous êtes pas fort. Alors, donc, quand même, je ne peux pas. Non, ce serait, j'allais dire, je serais en ce moment-là livré à moi-même. Même Dieu ne pourra pas me soutenir dans ce sens-là. Je pense que voilà, je ne ferai pas l'erreur gravissime de retourner dans ce régime de dictateur, dans ce régime d'encagoulé, dans ce régime où on emprisonne à tout va. Dans ce régime, mais attendez, est-ce que vous savez que quand je fuyais pour venir ici, les policiers m'attendaient devant le campus pour m'embarquer, pour me ridiculiser devant mes étudiants. Et c'est maintenant là, vous voulez que j'aille donner cours? Le président de l'université, là, il n'était pas là lorsque les policiers venaient m'attendre sur le campus parce que à l'université, aucun policier ne peut rentrer s'il n'a pas l'autorisation du président de l'université. Donc le président de l'université sait qu'on m'attendait à l'université pour m'arrêter. Et Dieu m'a sauvé. C'est maintenant là que gaillardement, je vais aller me livrer. Genre, oui, il y en a qui disent il est lâche. Oui, merci beaucoup pour l'insulte. Mais je suis intelligent parce que j'ai la grâce de Dieu sur moi. Que Dieu nous bénisse. Et je dis. Merci beaucoup. Avant de vous laisser partir, docteur, on ne peut pas vous laisser avoir cette émission et ne pas certainement avoir... quel est certainement le message que vous adressez, docteur Bogasakou, rapidement aux autorités ivoiriennes, à l'université et à la jeunesse? Ça sera votre conclusion en même temps. Je voulais dire à mes compatriotes, d'abord, mon institution, c'est que je suis un serviteur de l'État. Mon pays m'a formé, j'ai l'obligation de servir mon pays. Il y en a qui ont été formés, qui sont ailleurs. Moi, j'ai décidé de servir mon pays. Et je servirai mon pays jusqu'au bout. Mais, avec le régime Ouattara, on nous empêche de vivre. Or, si je ne vis pas, je ne peux pas servir. Donc, je préfère sauver ma vie. Je voulais dire à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, l'espoir est permis. Parce que, je suis désolé, tous ceux qui sont au RHDP là, c'est de façon hypocrite. C'est de façon temporaire. Mais la Côte d'Ivoire de demain, elle sera bâtie par les cadres, par les jeunes de notre pays. Ayez espoir. La nouvelle génération arrive. La Côte d'Ivoire de demain arrive. M. Ouattara est de passage. On lui dira bon vent. Et nous continuerons de bâtir notre nation. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Et docteur je dis. Et surtout, portez-vous bien, ce que j'allais dire en conclusion. Une démocratie se juge à la manière dont elle traite ses intellectuels et sa jeunesse. Quand l'État devient contradictoire, ce sont donc les libertés qui vacillent. Merci beaucoup, docteur Bogasakou Gervais. C'est moi. Et surtout,
Portez-vous bien, au revoir. Merci, au revoir.